Bonjour à tous. Notre présentation commence à l'origine par un réaménagement de notre local. Et au cours de ce réaménagement, nous sommes tombés par hasard sur ce Caraco. Nous n'avons aucune idée à ce moment-là d'où il vient, depuis combien de temps il est là. En interrogeant les anciennes du cercle, pas d'indice. Un jeu de piste commence. Nos premières recherches iconographiques nous permettent de déterminer que c'est un vêtement citadin, un corsage de femme bourgeoise, plus ou moins, porté au début du XXe siècle. Nos recherches s'approfondissent, continuent. Elles se complètent par des lectures, des conférences, du collectage, notamment auprès de Marlène Lequerler et Pascal Sivy. Elles nous permettent donc de déterminer que c'est une mode qui a été portée entre les années 1910 et 1925. Par les femmes paysannes qui travaillaient dans les grandes villes de l'époque, Hennebont, Quimperlé, Lorient, Intramuros. Ces femmes travaillaient dans les commerces, quincaillerie, droguerie, bonnetterie, mercerie, dans les bars. C'était aussi des employés de maison et pour d'autres, des épouses des gars de la marine qui, elles, vivaient en ville. C'est une mode hybride entre vêtements paysans et vêtements citadins. Le premier marqueur identitaire visible est donc la coiffe, qui, à cette époque-ci, c'est déjà la coiffe beyond, la petite coiffe, qui se compose de deux parties. La toquée de coiffe, la sous-coiffe, qui a un bonnet qui vient enserrer le chignon et deux ailettes, et la coiffe qui vient s'épingler dessus. Les motifs sont végétaux, avec des broderies de dentelle mécanique fine ou brodées sur tulle main. Entre 1910 et 1925, bien sûr, le style de coiffe va évoluer, ainsi que son port et aussi les coiffures. Un autre marqueur identitaire du vêtement paysan, ce sont les jupes qui sont encore portées très longues jusqu'à la malléole et comportent des fronces à la taille. La mode bourgeoise, nous avons appris donc que la mode bourgeoise citadine, déjà début XXe siècle, propose des nouveautés chaque année. Même si ces changements, parfois subtils, d'une année sur l'autre, impactent peu la mode paysanne, nous avons quand même constaté différents types de corsages. Ceux que nous vous présentons, que nous avons donc reconstitués, comportent un col haut qui montre qu'ils sont plutôt d'époque 1910. Et nous avons, pour compléter notre vestiaire pour le scénique, emprunté une deuxième série, ainsi que notre iconographie montre plutôt des modes de 1920-1925. Nos recherches aux archives départementales ainsi que dans les registres du commerce nous ont permis de confirmer que ce type de corsage pouvait être acheté en magasin et bien confectionné par des couturières. Donc celui-ci est fait dans un tissu façonné avec un col haut comme on l'a dit, de la dentelle qui descend un peu sur le devant, des manches longues resserrées jusqu'au poignet surmontées d'une autre manche. Il comporte également des plis verticaux et resserrés à la taille, et puis il est également baleiné à l'intérieur, sur le devant comme dans le dos. Pour la reconstitution de ces corsages, nous avons fait appel à une couturière professionnelle, Madame Emmanuelle Poignant, qui est meilleure ouvrière de France en corsetterie. À l'époque, elle tenait une boutique à Lorient. Nous lui avons demandé une série de 8 corsages et jupes assortis en 2013 pour un spectacle qu'on appelait Carigos. Elle a donc étudié le modèle lors d'un premier rendez-vous, fait des patrons,
pris les mesures des danseuses lors d'un second rendez-vous, et puis il y a eu également un troisième rendez-vous, évidemment, pour des essayages. Les caracos qu'elle a reproduits prennent donc la même forme, un col haut, les détails en dentelle, les doubles manches, les plis dans le devant et dans le dos. Ils sont resserrés à la taille, mais ne comportent pas de baleine. Pardon. La jupe. La jupe, non, ils sont également, voilà, pardon, j'y reviens sur la matière, donc en crêpe de polyester, tout simplement parce que eh bien, nous n'avons pas réussi à trouver un tissu qui se rapproche suffisamment du tissu d'origine à un prix abordable pour nous. L'avantage du crêpe de polyester également, c'est qu'il est facile d'entretien. Pour les jupes, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont de la même forme que les jupes traditionnelles, sans bande de velours en revanche en bas. Elles sont lacées sur le devant pour pouvoir être ajustées plus facilement. Nous portons également des tabliers sans piécettes, mais ils comportent tout de même un empiècement de forme triangulaire, puisque c'est ce qu'on a retrouvé sur nos sources iconographiques, photographiques principalement. Ils sont ici en tissu façonné damassé, marron, rose et noir. Nous poursuivons nos recherches pour pouvoir déterminer avec un peu plus de précision les matières qui étaient utilisées ainsi que les couleurs. Nous avons imaginé que c'était les mêmes matières qui étaient disponibles pour les tabliers paysans. Et puis sur beaucoup de photographies également, elles portent un surtablier, puisque pour certaines, elles travaillent dans ces tenues-là en ville. Et donc, elles protégeaient leur tablier avec un surtablier qui est soit qui comporte soit une ceinture droite, pardon, soit une ceinture avec empiècement aussi triangulaire. On va passer à la deuxième partie, visiblement un travail sur les œuvres du chapeau. Tout à fait, donc je vais vous faire la présentation du chapeau de Lorient. Alors, Mantoc et Broen-Orient et Breonec. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que ce chapeau, déjà dans les premières représentations qu'on a pu retrouver, c'est-à-dire dans les galeries américaines de la Laisse, est déjà présent. Est déjà présent et bien mis en évidence au pied d'un couple dit de plumeurs, où la boucle est bien devant, et on peut supposer du fait qu'elle est vraiment mise en avant que ce port particulier est déjà présent à cette période. On peut voir au fur et à mesure dans nos recherches iconographiques que ce chapeau s'est rétréci progressivement avec le temps pour arriver en dernière mode à ce que moi je considère vraiment comme une particularité en plus, c'est-à-dire que l'envergure extérieure est le double de l'envergure intérieure, ce qui lui donne une proportion particulière mais homogène. On peut aussi voir sur la dernière mode en faisant les recherches dans un journal de 1922, d'août 1922, qu'à cette époque-là, en calculant le coût d'un journal, le salaire d'un journalier, qui représentait à peu près 3 mois de salaire. Donc en dernière mode, le chapeau, je dirais, est assez onéreux. Alors, ce chapeau était porté de manière quotidienne, peut-être pas aussi luxueux, je vous expliquerai pourquoi luxueux, plus de manière régulière en paille, feutre de laine, ou des chapeaux déjà usés et réutilisés. Le pays de l'Orient présente une particularité, c'est qu'à l'ouest du Blavet, nous avons la boucle de vent, voilà, boucle ovoïde devant. Par contre, sur le côté est du Blavet, là, la boucle n'est plus devant, mais elle est derrière. Donc pour la boucle devant, on dit boucle tokarok, et avec la boucle arrière, on dit guide velours ir, donc des guides de velours longs. On garde toujours la même forme ovoïde. Après, chaque région a sa particularité au niveau du montage du velours. On a pu collecter par vidéo le montage d'un chapeau par une ancienne couturière qui faisait le montage chez la chapellerie Méril-Boeuf, qui était l'un des plus gros
chapelier de Lorient, qui nous a bien expliqué et bien montré le montage assez particulier, c'est-à-dire que un pli au milieu, on fait le montage dans le sens des aiguilles du montre, et les deux autres plis sont répartis de manière symétrique. Voilà. Et sur la rive est, là, le velours remonte un peu plus et fait une forme un peu plus ronde, termine en forme un peu plus ronde et couvrante sur la coiffe. Il existe aussi, en discutant lors du collectage avec Pascal Sivy, une zone qu'on pourrait dire mixte, c'est-à-dire qui remonte le long du Blavet, sa source, qui concerne les villes de Calan, Plouay et Bon, où là, ces deux modes de port de chapeau se sont côtoyés. Ces boucles sont des travails de joaillier, on peut le voir parce que sur certaines on retrouve des poinçons. Voilà. Elles suivent la mode esthétique de leur époque. On voit plus de style empire, plus de style art nouveau. On a des styles figuratifs. L'origine de ces boucles, le pour qui du pourquoi devant, on ne sait pas exactement, plusieurs hypothèses sont mises. Leur un rappel de ce qu'on appelle les mirettes, c'est-à-dire une insigne des armées catholiques et royales des guerres de chouannerie. Est-ce que c'est aussi une réutilisation de boucles de chaussures ou de boucles de ceinture? C'est possible. On n'a aucune trace réellement de sûr à 100%. Au cours de mes expériences en tant que penseur, j'ai pu faire plusieurs montages de velours sur les chapeaux, me rendre compte que ça demande une certaine dextérité, précision et patience, et puis une force pour planter les aiguilles. Ça fait mal. Et j'ai pu me lancer pour l'expérience à reproduire des boucles de chapeau en prenant les différentes cotes, c'est-à-dire la hauteur, la largeur, tout ça. Et quand on fait le rapport hauteur sur largeur, on arrive à ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc, je vous laisse une hypothèse. Est-ce que la boucle de l'Orient n'est pas la boucle parfaite ou approche de la perfection? Merci. Jolie précision, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier temps d'échange avec les jurys, donc les termes un petit peu ont changé. C'est moi qui me fais le porte-parole d'un dialogue avec les membres du jury. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est juste un dialogue qu'on souhaite amener avec vous. Est-ce que vous avez un petit peu en tête je ne sais pas comment on peut appeler ça, le planning ou le rétro-planning, enfin le déroulé de tout ce travail autour de cette reconstitution, voilà, je sais pas à quelle échelle ça se fait, mais voilà ce que vous avez en tête, ce rétro-planning. Alors, pas avec exactitude, tout simplement parce que c'est un projet qui date et que nous avons cherché à creuser un petit peu, mais nous n'étions pas présents à l'époque. Donc, nous disposons d'un certain nombre d'informations, mais limitées tout de même. Je sais que la série a été faite sur 2 années. Du coup, voilà, ça a été en 2 fois, donc un travail sur quelques mois à chaque fois pour constituer la série, voilà, sur 2 ans. On a essayé de recontacter Emmanuel Poignant, qui malheureusement a fermé boutique et n'a pas répondu à nos sollicitations, voilà, pour pouvoir aller plus loin dans nos recherches. Sur le dossier, vous évoquiez que vous aviez aussi emprunté une série de vestes d'un autre groupe de Caraco. Est-ce que là, présenté, là, ce sont que les vôtres ou est-ce qu'il y a déjà un mixte là? Alors là, ce sont que les nôtres. Okay. Voilà, et on s'est justement interrogé sur la pertinence de présenter les 2 séries. Et comme nous ne parlons que de la série que nous avons reconstituée, avec sollicitation... nous avons questionné Kedler, une réponse officielle qui nous a dit de ne présenter que la série que nous avons reconstituée. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur les Caracos qui sont présentés par rapport à cette pièce cette pièce ancienne? Est-ce que vous voulez bien préciser la question? Oui. Quel regard aujourd'hui tu peux porter par rapport
Entre la reconstitution, voilà, les choix qui ont été faits par la couturière, et puis le caraco ancien, voilà, qu'est-ce que tu penses du coup de cela? Alors, sur le travail en lui-même, tu vois, je me pose par exemple la question, est-ce qu'il y a eu un choix, tu vois, par exemple, sur la hauteur de col ou quelque chose comme ça Pas forcément. Mais sur la reconstitution du caraco, il y aurait certainement un autre travail à faire, mais plutôt en termes de silhouette, mais sur la reconstitution du caraco... Ok. Tu peux nous en dire plus sur cette silhouette? Non, après je t'embête, il est presque l'heure. Si tu veux dire en 2 mots, tu peux, et puis sinon, tu vois, on est dans le temps. Non, tout simplement parce que nous savons bien, enfin, aucune d'entre nous ne porte de corset, et qu'on sait bien qu'à l'époque, elles en portaient. Et puis on peut le voir sur les photos, en fait, la silhouette est beaucoup plus définie. Pour l'instant, nous ne l'avons pas reconstituée jusqu'au bout, en tout cas. Je comprends. Eh bien, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.